Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du vendredi 11 août 2017. Alors aujourd'hui c'est la journée de l'inflation, il y a eu l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation en Allemagne et en France qui sont sortis plutôt stables ce matin. Nous aurons l'IPC espagnol et italien qui vont arriver dans la matinée. Et enfin l'indice des prix à la consommation aux États-Unis à 14h30. Donc, euh, donc voilà, c'est une journée dédiée à l'inflation et enfin nous aurons bien évidemment en fin de journée et qui clôturera la semaine le nombre de puits aux États-Unis qui seront annoncés. Alors bien le bonjour Valentin, bonjour à vous Daniel. Euh, J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent bien, s'il vous plaît? Trader avec effet de levier comporte un risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, son, image, ok, de part Daniel, écoutez, c'est parfait, merci à vous. Alors, résumé la science américaine et asiatique, des indices qui sont encore une fois en repli, le DXY en repli également, les applications américaines qui sont achetées et qui donc reculent. Le Nasdaq, comme vous pouvez le voir, c'est moins 2,13%. Voilà, vraiment des indices qui sont baissiers et qui se propagent en séance asiatique. Le Nikkei moins 0,05, Hang Seng moins 0,86 et Asia Pacifique moins 0,44. Et à l'inverse, on a le gold, le yen qui progresse plus 0,06 et plus 0,01%. Donc ça, c'est les données qui ont été mises à jour à 8h17 ce matin. Et, euh, et donc voilà, donc on a encore clairement un climat d'aversion au risque qui se poursuit pour la troisième séance consécutive. Bonjour à vous François, ah là là, 21 minutes de retard. Alors oui, j'ai vu ça François, vous m'avez pas dit bonjour, alors je me suis dit que vous allez être absent. Euh, alors donc voilà, on est encore dans un climat d'aversion au risque. Concrètement, marché des actions européens, c'est très très peu probable qu'il progresse aujourd'hui. Donc voilà, encore un biais baissier. On va voir les objectifs dans un petit instant. Donc comme je vous l'ai dit, l'indice de prix à consommation annuel attendu à 1,8%, donc en progression aux États-Unis. Alors pourquoi il est attendu en progression? Eh bien, on a tout simplement une progression qui est attendue en mensuel, comme vous pouvez constater, 0,02% ici. Pourquoi? Tout simplement avec le pétrole. Le pétrole qui a progressé au mois de juillet, donc forcément, il y a une inflation qui est attendue à la hausse. Et enfin, les plateformes de forage en activité de la part de, de, d'après Baker Hughes, je ne sais pas si je le dis bien. Bref, 954 piles pétrole attendu à 19h. Le graphique du jour, alors j'y ai réfléchi hier soir, sans, c'est pas très grave. Le titre, je l'ai pas changé, hein, excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Le gold qui hier fait une meilleure performance que le S&P. Donc comme vous pouvez le voir, si on devait départager le gold et le S&P depuis le début de l'année, eh bien concrètement le gold fait mieux que le S&P les trois quarts du temps de l'année. Vous voyez, il y a à part cette période-là et quelques petites périodes, on va dire une semaine, c'est le gold qui a le dessus. Le gold qui est vraiment un actif recherché depuis le début de l'année. Voilà, donc on peut aller plus loin, on va aller un petit peu plus loin. Dans cette recherche, mais vous pouvez voir que vraiment le gold, c'est pas une. Enfin, si vous avez un portefeuille, si vous êtes investisseur, même trader, le gold, honnêtement, un trade à l'achat sur du moyen long terme. Si vous êtes un trader à l'achat sur du moyen long terme sur le S&P, voilà, ce graphique montre clairement que le gold est aussi une valeur qu'il ne fallait pas négliger et qu'il faudrait peut-être pas négliger en ces périodes où les risques sont de plus en plus accrus. Je vous rappelle, la Fed, on a une hausse des taux qui est peu probable encore pour la fin de l'année. Concrètement, la prochaine hausse des taux, d'après les experts, ça serait pour mars 2018. Donc peut-être encore une déception du marché. Les indicateurs chinois continuent de ralentir. Bon, on a une stabilité, mais si on précise un petit peu, j'ai vu un graphique ce matin qui tournait sur Twitter, comme quoi l'énergie, la demande en énergie en Chine diminue. Donc si on a une demande en énergie qui diminue, ça veut dire que forcément, on a une production qui diminue, une consommation qui diminue, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu précoce, c'est peut-être un petit peu trop loin cette analyse que je fais sur la Chine, mais en tout cas, on n'a pas de, on va pas, on n'a pas de rebond de la croissance chinoise. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Et en plus avec le conflit avec la Corée du Nord, etc. Je vous rappelle que la Chine soutient la Corée du Nord, la Corée du Sud qui est un entre guillemets ennemi de la Chine. Donc voilà, imaginons que la Corée du Nord se fait
entre en guerre avec les États-Unis, que les États-Unis détruisent le régime nord-coréen et que la Corée du Nord et la Corée du Sud s'unifient. Concrètement, ça serait un régime plutôt de Corée du Sud qui prendrait place et qui serait à la frontière de la Chine. Donc c'est pas ce que la Chine veut. En tout cas, c'est à mon opinion et à l'opinion de beaucoup d'experts, ce n'est pas c'est une raison pour laquelle la Chine ne soutient la Corée du Nord, c'est simplement pour pas que la Corée du Sud soit à sa frontière. Euh, bref, donc le ralentissement des indicateurs chinois devrait continuer et pour moi la hausse des tensions, on a deux personnes qui sont assez comment dire qui aiment les effets de surprise, Trump et Kim Jong-un. Je ne sais pas si je le dis bien également, euh, le, le le dictateur nord-coréen. Voilà. Soit Trump lâche prise et ne se focalise plus sur la Corée du Nord dans ses discours, et dans ce cas, ça pourrait apaiser les tensions. Mais est-ce que c'est dans le caractère de Donald Trump? Je ne pense pas. Et à l'inverse, c'est pareil pour la Corée du Nord. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas une guerre écocentrique, mais c'est quand même une guerre où il y a deux personnes assez fortes qui peuvent surprendre tout le monde. Alors bonjour Valentin, désolé en retard, il y a aucun souci François Hoffman ni François Cousin, c'était vraiment, il y a aucun souci, il est 8h04 quand vous êtes arrivé, il y a pas grand chose d'important, on arrive dans le vif du sujet dans un petit instant. Bonjour à vous Jamal. Donc on arrive, voilà, premier graphique que je voulais vous partager, c'est ce graphique des tendances majeures depuis 5 jours glissants. Donc on peut voir le dollar US, le yen qui a devise numéro 1, et le CHF qui sont dans le positif. Et à l'inverse, toutes les devises européennes où les devises océaniques sont en recul. Et le dollar CAD également. Donc NZD fait la moins bonne performance, le GBP suivi par le CAD, l'AUD, l'euro. Donc si on croise un petit peu ces paires de devises, on prend les deux premières paires de devises, deux premières devises les plus performantes à court terme et deux devises les moins performantes à court terme. On a des paires comme le NZD Yen ou NZD USD qui sont intéressantes, ou le CAD Yen et le CAD USD. Voilà, donc on va se focaliser un petit peu aujourd'hui. On va continuer à se focaliser sur ces paires de devises qu'on a pu exploiter euh, pendant la semaine. Alors, bon, j'ai mon graphique du CAC. On va commencer par le CAC 40. Voilà, le CAC qui ouvre à la baisse, vous voyez qu'il teste ses 5080 points. Voilà, on n'achète pas les 5080, bien évidemment. C'était une première zone de bénéfice pour ceux qui étaient à la vente en début de semaine. Je vous rappelle, on était à 5002. On était sur un niveau de technique important, soit ça cassait, ça clôturait à la hausse et dans ce cas-là, on allait à 5250, ou alors on avait une clôture à la baisse et c'est ce qu'on a eu. Voilà, clôture à la baisse, 5080, c'est le premier objectif. Mais bien évidemment, le CAC, il ira rejoindre les 5000 dans les prochaines séances, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, on a statistiquement 7 semaines encore de haut, de baisse. Regardez, nous sommes donc cette semaine-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Parce que le point bas, statistiquement, il est fait en fin septembre sur tous les indices mondiaux. Voilà. Fin septembre, on a un cycle haussier qui démarre. Fin septembre, début octobre, hein, pour être un petit peu large. Voilà, il n'y a pas une date précise, mais globalement, c'est dans cette période-là où on a le début du cycle haussier jusqu'à avril. Donc on a potentiellement 7 semaines encore de retracement sur les indices mondiaux et en particulier les indices européens qui ont tendance à plus retracer que les autres indices pendant cette période-là. Donc voilà, on est le 11 août. 11 août, ce n'est pas le pire mois de l'année pour les indices européens, c'est en septembre, je vous le rappelle, selon l'analyse, mon étude que je vous ai fait voir hier. Donc voilà, le plus gros retracement est peut-être à venir. Donc pas d'achat en gros sur les 5080. C'est vraiment la conclusion de cette étude, de ce qui se passe en ce moment. Ça a l'air de se prouver. Donc voilà. Et 5000, encore une fois, pas d'achat sur 5000 pour le moment. Si on arrive sur 5000 dans 2 semaines, ça sera pas pour autant qu'il faudra acheter le CAC 40. Nous attendrons euh, une jambe de hausse, mais vraiment conséquente, une jambe de hausse hebdomadaire. Ça dépendra également de la situation temporelle où nous sommes. Est-ce que nous serons en fin septembre ou est-ce que nous serons en fin août? Ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Et ça dépendra bien évidemment des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Parce que tant qu'il y aura ces tensions qui augmenteront, le S&P, la volatilité du S&P progressera et fera pression sur tous les indices. C'est ce que nous allons voir juste après. Euh,
Alors François qui nous dit, bon dans l'ensemble, vos moyennes mobiles 20 et 50 sont simples, exponentielles, merci. Alors ils sont simples. Il y a la différence entre simple et exponentielle. L'exponentielle fait juste un peu plus, accentue un peu plus la moyenne mobile selon les derniers prix. Donc voilà, moi c'est pas ce qui m'intéresse honnêtement. Les moyennes mobiles simples, c'est ceux qui sont les plus utilisés par les institutionnels. En tout cas, les moyennes mobiles à 50 et 20 jours. 50, 20 jours et 200 jours, c'est ceux les plus utilisés. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Après les exponentielles, c'est si vous voulez une moyenne mobile qui est un petit peu plus réactive. Voilà. Donc moi, c'est des moyennes mobiles simples. Donc pour moi, le CAC, voilà. Objectif baissé jusqu'à 5000 points. Quel horizon de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Honnêtement, il y a 7 semaines devant nous où il y a une probabilité assez élevée de baisse. Voilà. Et est-ce qu'on peut dépasser 5000? La réponse est oui, on peut bien évidemment dépasser 5000, et dans ce cas-là, le prochain niveau de support sera les 4834. Mais nous n'y sommes pas encore, visons déjà les 5000 points, qui est l'objectif depuis maintenant début juillet. Puis début juillet, c'est mon objectif, début juillet même fin juin, il me semble. C'est depuis fin juin que j'annonce qu'il statistiquement, il y a une probabilité élevée de baisse des indices européens pendant l'été. Donc voilà, le DAX 12 000, voilà, scénario fait, deuxième impulsion baissière de la vague d'Elliott réalisée, donc concrètement, oups, ah mince. Alors, vous voyez, l'objectif de la vague d'Elliott, c'était environ 12 034 points. Voilà, il faudrait que je... Donc 12 034 points, c'est l'objectif des vagues d'Elliott. Ça a été dépassé, on est à 12 000, 11 966 précisément. Le cours qui rebondit sur un support mensuel très important à 11 128. Donc l'objectif, honnêtement, il est atteint sur le DAX. Ça fait maintenant pas mal de semaines que voilà, je suis baissier et, tout le monde pourra y être témoin, je pense. Enfin, tout le monde dans cette salle, en tout cas, dans cette salle de trading. Donc voilà, le DAX, que faire aujourd'hui? Eh bien écoutez, il va être sous pression. Oui, il ouvre, il est à plus 0,12% comme vous pouvez le voir, mais il a bien chuté hier. Donc concrètement, moi je suis baissier. Hein. Je suis baissier, ce n'est pas parce que le DAX est sur un niveau de support que il peut pas ne baisser. Alors, je ne pense pas qu'il va clôturer en dessous de ce niveau de support à 11 921, mais honnêtement, les shorts jusqu'à 11 921 en intraday, où ils pourront être prolongés pour les séances à venir, seront à exploiter. Donc par exemple, on a 11 956, le DAX il se short jusqu'à 11 921, tout simplement. Voilà, il se short ce DAX, euh, il se short vraiment en intraday, c'est presque gagné, j'ai envie de dire. On se met en 15 minutes, vous voyez, là concrètement, il y a des pressions vendeuses à 12 000 pour viser la prise de bénéfice. Alors je ne dis pas qu'il y a des acheteurs ici, mais en tout cas il y a un regain de position d'achat sur ce niveau de prix là. Un regain léger. Hein. Donc il peut être dépassé. Donc ça ne sert à... Honnêtement, n'achetez pas les 11 925, mais c'est simplement une prise de bénéfice de court terme. Voilà, c'est vraiment la stratégie à adopter. C'est vendre vers les 12 000 et prise de bénéfice à 11 920. Si vous êtes un trader intraday. Voilà. Maintenant, honnêtement, vu la hausse des tensions, je pense que ce niveau de support 11 921 peut être dépassé. L'Eurostoxx qui arrive enfin, qui dépasse les 3440. Vous voyez, il marque un plus bas depuis le vendredi 21 avril. Lui aussi a comblé le gap Macron. Donc ça y est, le CAC l'a fait. L'Eurostoxx, le DAX, tous les indices européens ont comblé le gap Macron, qui est ce gap ici, suite à la qualification d'Emmanuel Macron au second tour des élections. Voilà, c'est pas quand il a été élu qu'il y avait eu ce gap. C'est ce moment-là où Emmanuel Macron avait été élu. Bref, l'Eurostoxx 3400. 3400, c'est le seuil que j'attendais. Enfin, c'est le seuil qui correspondait aux 5000 points sur le CAC et les 12 000 sur le DAX. Pour ceux qui suivent une analyse quotidienne sur dfx.fr, je vous rappelle que je fais un article quotidien le matin sur les indices européens. Et vraiment, ces seuils-là, ça fait depuis plus d'un mois que je les attends, que je les annonce. Et voilà, ils ont été atteints. Donc vraiment, c'est une satisfaction assez personnelle pour être honnête avec vous. Bref, est-ce qu'on achète les 3004? Encore une fois, la réponse est non, vu la tension qu'il y a, vu la volatilité, hein, plus 40% hier, le VIX, plus 60% en 3 jours, c'est vraiment très important cette hausse de la volatilité, et la volatilité n'est pas l'ami des indices boursiers. Donc,
honnêtement, l'Eurostoxx, il peut prolonger sa baisse. Jusqu'à où? Eh bien moi, honnêtement, le prochain niveau de support mensuel que je constate, regardez, on va se mettre en mensuel. En mensuel, on a un pivot qui est ici. 3300 points. Voilà, donc pour moi, l'Eurostoxx, il peut encore se replier de 100 points. Quand? Eh bien, encore une fois, on a 7 semaines devant nous. Pendant 7 semaines, presque, au moins 5, je serai baissé sur les indices. Ou alors, en tout cas, tant que les tensions Corée du Nord et États-Unis perdurent et s'accentuent, voilà, ça fera pression énormément sur les indices boursiers. Parce qu'on parle, enfin, il n'y aura peut-être pas cette guerre, hein. En tout cas, personnellement, je n'espère pas, mais on parle de guerre nucléaire. Et forcément, ça ne fait pas plaisir aux investisseurs qui préfèrent, c'est tout à fait normal, c'est logique, mettez-vous dans la peau, et vous êtes bien évidemment des investisseurs, des spéculateurs, enfin, on se met dans la peau des investisseurs, ceux qui investissent, ils investissent pas dans un climat de guerre ou de guerre, et encore moins dans des guerres nucléaires. Donc, euh, donc voilà, forcément, ça fait baisser les indices, et nous, en tant que spéculateurs, on cherche à exploiter le marché, et donc pendant les semaines à venir, on cherche à exploiter la baisse. On cherche à exploiter la baisse, donc pour moi, l'Eurostoxx, il peut clairement venir beaucoup plus bas à 3300 points. Surtout que sur le DAX, d'après vague d'Elliott, donc on a fait une impulsion, vague de retracement, la deuxième impulsion qui est la plus grande. Peut-être qu'on va avoir un rebond jusqu'à, je sais pas, honnêtement, 12 000, 12 100. Et ensuite, ça va repartir à la baisse parce que les vagues d'Elliott, c'est 3 vagues, je vous le rappelle. Donc, voilà, concrètement, on a cette troisième vague qui est en suspens et qui pourrait se prolonger 11 008, 11 009, 11 006. Voilà, pour le moment, c'est encore assez tôt. Mais voilà, concrètement, on short les 12 000, on vient viser les 11 920 pour de l'intraday ou même pour du swing trading. Voilà. On passe sur le forex, donc on fait un tour des paires majeures et ensuite on se focalise, comme je vous l'ai dit, sur ces paires croisées, ces 4 paires JPY, USD, GBP et NZD. Voilà. Les deux devises les plus fortes, les deux devises les plus faibles, tout simplement. Alors, donc les tours de paires majeures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des actifs sur lesquels vous voulez que je regarde, parce que je ne pense pas tous les actifs. Il y en a un tas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je constate, que je fasse une analyse technique et fondamentale euh, sur un actif en particulier. L'eurodoll qui consolide. Alors déjà on va faire un tour sur le DXY, DXY qui consolide. Donc voilà, c'est pour ça que l'euro il consolide. L'euro il n'a pas vraiment de tendance en ce moment. Il est amené à retracer. Enfin en tout cas moi c'est mon opinion. J'ai écrit un article hier sur la tendance de l'euro. Pour moi je suis plutôt baissier sur les séances à venir. L'eurodoll j'aimerais le voir revenir sur les 1,15. Honnêtement ça serait parfait. Ça serait parfait pour passer à l'achat et enfin viser les 1,20, 1,25. Tout dépendra bien évidemment du DXY. Est-ce que vous croyez ou non au rebond du DXY? Moi, ce que je constate, encore une fois, et cela, ça fait maintenant, je vous ai déjà montré hein, ce niveau de, je vous ai déjà montré ce graphique. Voilà, le DXY, la tendance du DXY. Vous voyez, là, on est sur un niveau de support qui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 impacts, dont 5 rebonds. Est-ce qu'on va faire le 6e rebond? Voilà, pour le moment, c'est difficile à en être convaincu, mais en tout cas, voilà, on a une oblique baissière. Le rebond, il pourrait se faire au moins jusqu'à 94, 96 points. S'il y a un rebond, il pourrait se faire jusqu'à ce niveau de prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un niveau de support pluriannuel très important. Donc attention à ne pas trop s'exposer short sur DXY, sachant que, regardez, sur une semaine, le DXY, c'est la deuxième devise la plus achetée. Donc, voilà. Attention vraiment à ne pas shorter DXY sur du court terme. Si vous voulez le shorter sur du moyen terme, long terme, pourquoi pas, ça se comprend. Mais sur du court terme, honnêtement, c'est vraiment, je pense, l'une des pires stratégies à adopter. Après, si vous avez des arguments, d'accord, il y a aucun souci, montrez, partagez-les. Ça sera avec plaisir qu'on pourrait en discuter. Mais techniquement, ça semble être une très mauvaise stratégie de shorter le dollar US à court terme. En tout cas, en termes de ratio risque-rendement, voilà, c'est pas très intéressant.
Parce qu'à court terme, à la rigueur, le DXY il peut venir chercher les 92-50 points, ce qui fait 0,70 points potentiellement de baisse sur DXY, alors le DXY il peut exploser à la hausse 94, 95. Voilà, c'est possible. En tout cas, il y a un potentiel haussier beaucoup plus important que le potentiel baissier à court terme. François nous dit USD4 boule. Exactement, l'USD4 des boules. On a un rebond, comme je vous dis, du dollar US, bon, qui est léger pour le moment, mais c'est pas parce qu'il est léger qu'il ne pourra pas être avec un momentum prochainement. Donc voilà, l'USD4, oui, il est haussier. Hop, on va se mettre en journalier. Là, c'est haussier, hein, c'est 1,2770 comme je vous l'ai dit, moyenne mobile à 50 jours. Voilà, on garde des positions acheteuses sur l'USD4. Il y a déjà un objectif, mon premier objectif à 27,17 a été atteint. La deuxième résistance, donc c'est un 27,65. Pour ceux qui sont à l'achat, ce sera le prochain niveau. Prendre une partie des bénéfices sur ce niveau de prix-là, pourquoi pas, une partie, je dis bien, et ensuite laisser courir la position. Une stratégie que vous pouvez avoir, que vous pouvez faire. Donc moi, je sais qu'on avait passé à l'achat autour des 1,2570, quelque chose comme cela. Alors je vais regarder sur la TradingView parce que c'est sûr. Ah oui, mais non, je veux regarder sur le graphique, donc je vais pas regarder l'USD4 sur la TradingView. Mais globalement, il me semble que c'était autour des 1,25. Entre 1,25 et 1,26, en tout cas, c'est sûr qu'on est passé à l'achat sur le SD4. Donc la stratégie à adopter, hein, clairement, c'est si vous n'avez pas déjà pris une partie des bénéfices, eh bien c'est d'en prendre une partie, 30%, 50%, voilà, une partie. Remontez votre stop au moins au niveau des points d'entrée, comme ça vous êtes sûr de ne plus rien perdre. Et ensuite, vous laissez courir la position. Vous laissez courir et vous pouvez remonter la position au fur et à mesure en suivant un ATR. Je ne sais pas si vous connaissez l'indicateur ATR. Moi, c'est un indicateur que j'utilise particulièrement pour gérer mes stop loss, qui est vraiment assez, enfin, pour moi, c'est l'un des, moi, c'est celui que j'utilise le plus, pour être honnête avec vous. Hop, ATRS. Voilà, donc j'ai un actif pardon, un ATR qui est codé, c'est pas l'ATR de base. Donc si vous avez la plateforme ProAltam, je pourrais le partager avec vous. Je pourrais vous l'envoyer, il n'y a aucun souci. Vous me demandez ça sur Twitter, par mail, je vous l'envoie, il y a pas de souci. Donc au lieu que l'ATR soit affiché en bas, comme vous avez l'habitude souvent sur les plateformes, on a un ATR qui est ici et qui est pas forcément très lisible. En tout cas, bon, ça donne les mêmes la même volatilité, hein, mais concrètement c'est pas très lisible. Alors que là, voilà, on a l'ATR, on voit clairement, il est à 1,2481. Et en plus, il est déjà paramétré à mon goût, il me semble. Tac, alors, tac. Modifier, voilà, propriété, donc, non, il est pas, pardon, 3, alors moi je paramètre à 3,10. ATR de 10 multiplié par 3, valider le programme, et voilà. Donc ça c'est mon ATR favori. Pour du graphique journalier, évidemment. Que du graphique journalier. Donc voilà, pour moi le stop pour contenir la volatilité sur du swing trading moyen terme. Maintenant, si vous voulez mettre si vous êtes plutôt un court terme swing trader, vous voyez quelques séances, voire 1 ou 2 semaines maximum, eh bien vous pouvez réduire le multiplicateur. Donc propriété de l'ATR, modifier, et là au lieu de mettre un multiplicateur de 3, on va mettre un multiplicateur de 2. Et on va valider des programmes et on va avoir un ATR un peu plus serré. Vous voyez. Voilà. Donc si vous êtes à plus court terme, l'ATR, la volatilité moyenne pour un moment, elle est à 1,2586. Donc 1,26. Donc moi si j'étais à l'achat sur l'USD4, je mettrais mon stop actuellement à 1,26. Voilà. Et je le suivrai. Petit à petit, il va remonter. Tant que le SD4 remontera, il va remonter. Comme ce qu'il y avait ici sur les SD4, vous voyez, il baissait. Et là, voilà. Vous le laissez glisser. Et à un bout d'un moment, il va buter. Et voilà. Comme ça, imaginons que vous étiez à la vente ici. Au lieu de prendre 100% des bénéfices, par exemple là, eh bien, vous voyez, vous preniez 50% ici, par exemple. Et ensuite, vous laissez glisser. Et en fin de compte, vous aviez un gain vraiment très important sur SD4 et vous risquez plus rien parce que vous aviez redescendu votre stop à votre point d'entrée. Donc concrètement, c'était risque free. Pas de risque. Bref, là on part un petit peu en webinaire éducatif, c'est pas forcément le but. Alors l'USDK, donc concrètement prochaine résistance à 1,2765. L'USD Yen qui casse son oblique baissière. Voilà, donc on avait un scénario baissier mercredi, objectif atteint, et là
donc 50% des prises de bénéfices. Moi, à chaque fois que je donne un scénario comme cela, à part si je dis que c'est l'objectif 100%, concrètement, c'est 50% de prise de bénéfices. Et ensuite, on peut clairement configurer. Alors, vous savez quoi, je vais l'effacer même. Non, je vais pas l'effacer. Euh, bon, je vais l'effacer parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, je pense que l'USD yen, le yen est forcément leader en cette période de risque géopolitique. C'est une valeur refuge, je vous le rappelle. Donc forcément, c'est un actif comme le gold qui est recherché. Et donc là, la prochaine résistance, c'est 108. Voilà, donc pour pas être un peu, comment dire, troublé, on a eu le premier objectif qui a été validé et que je vais mettre en violet au lieu d'être en rose. Je sais pas si, mince, je sais pas si, j'espère que ça va pas être trop brouillon. Euh, voilà, comme ça on va garder une petite trace. Donc bleu même, voilà, bleu ça ressort, c'est parfait. Et prochain objectif, donc c'est 108,39. Donc là, si vous êtes à la vente sur l'USD yen, vous pouvez être baissier jusqu'à au moins 108,39. En tout cas, c'est mon opinion. AUD USD, voilà, prise de bénéfice sur les paires océaniques, AUD USD, AUD yen, vous voyez, sous pression. Donc là, l'objectif, donc on avait un premier objectif à 89, enfin on avait même un objectif encore avant, mais on avait un objectif à 89 qui a été atteint, 90, bon, ça semble être pour du très long terme, donc voilà, si vous avez pris 50% des bénéfices là, normalement votre stop a été touché puisque vous aviez dû remonter votre stop à votre prix d'entrée au minimum. Voilà, c'était le minimum. Donc voilà, il y a eu des prises de bénéfices, mais maintenant la stratégie de long terme, je pense qu'on peut l'annuler. Donc voilà, stratégie à 50% atteint dans le sens qu'on a eu notre premier objectif à 89 qui a été atteint, 90, tant pis, ça sera pour une prochaine. Ça sera pour une prochaine. Et au contraire, l'AUD, il y a une spéculation qui va revenir peu à peu dans quelques mois, je pense, d'ici 2 mois. Après, bon, c'est un petit peu utopique de dire dans 2 mois l'AUD va repartir à la hausse. Enfin, qu'est-ce qui dit que dans 2 mois il repartira à la hausse? J'en ai aucune idée. Mais pour le moment, vu le contexte géopolitique encore une fois, c'est mal parti pour que le yen baisse. Donc voilà, l'AUD, quand il repartira à la hausse, ça nous réservera une marge de progression encore plus importante. Et en plus, ça retarde l'inflation. Cette hausse du yen retarde l'inflation du Japon. Parce que forcément, il y a une hausse du yen japonais, l'inflation va s'aplatir. Et déjà qu'elle n'est pas très haute, elle est à 0,3 il me semble, lors de la dernière publication, 0,3 sur un an glissant. Eh bien, elle va être sous pression, tant que le yen va rebondir. Voilà, donc concrètement, ça va pas remettre en cause la spéculation sur le yen. Toujours pouvoir apprendre les données éducatives. Merci, je ne connaissais pas la terre de la part de Daniel. Écoutez, fantastique Daniel, si j'ai pu vous apprendre, ou en tout cas vous faire apprendre quelques petites notions. J'en suis très ravi. Donc l'AUD yen, la stratégie 89 atteint, 90 tant pis, on annule. De toute façon, il n'y a pas eu de perte normalement, étant donné que le stop a été remonté. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, dès que je trace un premier objectif, et qu'il a été atteint, faut remonter le stop au point d'entrée. Voilà, c'est toujours cette stratégie-là. AUD NZD, premier objectif, donc à 1,08 atteint. Donc là, au moins 50%, le stop qui est remonté, et je pense concrètement qu'il peut revenir à 1,09, voire même 1,1. Ça me semble possible. Maintenant, entre l'AUD et le NZD, sur du court terme, regardez où il se situe. L'AUD, donc là on a la barre des 0%, sur 5 jours glissants, il est en repli, et le NZD également. Donc là, on traite deux devises qui sont baissières. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait entre l'USD et le yen depuis le début de l'année. C'était un duel entre l'AUD et entre l'USD et le yen, pardon. Là, à court terme, on a la même chose. On a l'AUD et le NZD. C'est la devise qui est la plus faible qui va diriger le cours. Voilà, donc c'est pas forcément très intéressant l'AUD NZD à court terme, je dis bien. Maintenant, si on se met sur un mois, vous voyez, on a le yen qui a devise la plus forte. Donc voilà, le yen, c'est une stratégie acheteuse sur du court et moyen terme pour le moment. Ensuite, on a l'AUD, l'euro. L'AUD, l'euro. Voilà, tout ça, c'est le top 3 des devises les mieux orientées à l'achat. Et à l'inverse, on a, à moyen terme, hein, je dis bien, le GBP, le CHF et le DXY. Donc, la livre, le franc suisse et le dollar qui sont baissiers.
Après, vous croisez ces données et voilà, vous avez des tendances sur le Forex. Mais bon, je vais revenir sur 5 jours, ça m'intéresse un petit peu. Enfin, on est dans un point de marché quotidien, donc bon, c'est bien d'avoir une tendance de long terme, de savoir les grandes tendances, mais là on est sur du court terme, donc vous le savez, yen, dollar, stratégie acheteuse, NZD et pardon, NZD et GBP et même CAD, stratégie vendeuse. Voilà. NZD USD et ensuite je passe au pair croisé. NZD USD donc stratégie voilà atteint, cassure hier, pullback sur les 0,73, ce qui est tout à fait normal, qui est également un support technique pluri-annuel. Donc voilà, support très important. Néanmoins, je pense que le NZD-USD peut venir chez les 0,7225 sur la semaine prochaine, tout simplement. Voilà. On passe sur les paires croisées, donc on va se focaliser sur USD Yen, enfin les achats USD, achats Yen et vente NZD, vente GBP. Donc on a le NZD USD, stratégie vendeuse comme je vous l'ai dit. Voilà, on a eu la premier objectif à 0,73, mais concrètement, si on glisse l'ATR sur ce graphique, tac tac tac, on va mettre à 2. Hein. Alors, pardon, hop, hop, ajouter ATR. On va mettre à 2, moi je préfère le 3 parce que pour du moyen terme, dans plusieurs semaines, faut mettre un multiplicateur de 3. En tout cas, moi c'est celui que j'utilise pour du vraiment sur les indices. Si vous traitez des indices sur du moyen long terme, mettez un ATR 10 avec un multiplicateur de 3. Maintenant sur le Forex, bon, vous pouvez mettre de 2 à la rigueur si vous êtes un peu plus court terme. Donc voilà, le NZD USD, le stop loss glissant, il est ici. En fait, ça va être un trailing stop, ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon, ce que vous avez pu peut-être voir sur internet, trailing stop, et vous suivez la tendance de l'ATR pour placer votre stop. Si vous avez du mal à placer votre stop, eh bien vous voyez par exemple dans une stratégie acheteuse, NZD USD, je vous rappelle qu'on était à l'achat il y a en juin, juillet, on avait des stratégies d'achat, et en fait, il suffisait juste de déplacer le stop au fur et à mesure. Et vous voyez, il butait ici. Vous avez une prise de bénéfice. Et si vous repassiez à l'achat, ça clôturait ici. Maintenant, si vous avez un multiplicateur de 3, forcément, votre stop, il est un petit peu plus large. Il est un petit peu plus espacé. Mais il me semble qu'il pouvait contenir cette petite baisse. Et donc, tac, alors, modifier. Voilà, vous voyez, il contenait cette baisse. Donc concrètement, vous n'auriez pas été stoppé ici, mais vous auriez été stoppé le lundi 7 août, donc lundi de cette semaine. Bref, on va remettre à 2. Donc voilà, tout dépend vraiment de votre horizon de temps. Si vous êtes sur du moyen terme, dans le sens vous gardez une position forex sur plusieurs semaines, enfin ça vous dérange pas en tout cas, eh bien mettez un multiplicateur de 3. Maintenant si c'est plutôt quelques séances, voire 1, 2 semaines grand maximum, mettez un multiplicateur de 2. Ça me semble un peu plus adapté. Voilà, donc puisqu'on fait un point marché quotidien, on va mettre un indicateur de 2. Je pense que ça intéresse plus de gens des stratégies de court terme. Donc je m'adapte. Alors NZD USD, voilà, tendance baissière, 0 pullback à 0,73, mais sachez que le cours peut aller beaucoup plus bas. Donc on va aller sur du mensuel parce que là le prochain support semble assez loin. Donc déjà on a le seuil psychologique à 0,70 qui sera important. Et donc alors on va se mettre donc tac. Là on a un ici. Hop. Voilà, donc ça semble un petit peu brouillon comme cela, mais en fait je m'y retrouve totalement. Donc là on a un fort niveau de support comme vous pouvez constater, rebond en fait sur ce niveau de support technique. Donc prochain niveau de support 0,7183. Voilà, pour ceux qui sont à la vente NSD USD, je pense qu'il y a un potentiel baissier jusqu'à ce niveau de prix. Donc on va le tracer ensemble. Mince. Voilà. NZD Yen, c'est le meilleur potentiel baissier sur le NZD. Si vous voulez shorter le NZD, shortez le NZD Yen au lieu du NZD USD. Maintenant, si vous voulez shorter le NZD USD, vous pouvez très bien ne pas avoir de conviction haussière sur le Yen et donc vous préférez acheter du USD. Voilà, ça peut se comprendre.
Moi perso, le NZD Yen, je suis également baissier, comme vous pouvez le constater. Alors, l'idéal, ça sera un retour sur 80 pour pouvoir le vendre jusqu'à 79. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va pas le vendre maintenant. On pourrait, honnêtement, on pourrait. Mais je pense qu'en termes de ratio risque-rendement, c'est beaucoup plus intéressant d'attendre un retour sur les 0,7980, on va dire 0,7980 pour vendre jusqu'à 79, voire bien en dessous. Voilà. Et sinon, vous avez le GBP qui est à vendre, enfin à vendre. Voilà, vous m'avez compris. GBP NZD. Je vais tracer mes niveaux de support mensuels étant donné que je les ai pas fait sur la Pro Real Time. Hop, tac. Alors, donc là, on a un niveau de résistance, un niveau de support, un niveau de support. Hop. Voilà. Donc voilà, déjà on en a quelques-uns intéressants. Hop, et on se met journalier. Voilà. Donc là, on est sur un niveau de résistance. On a un pullback, donc GBP NZD. Alors pourquoi je mets GBP NZD? Parce que c'est les deux devises les plus faibles. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis GBP NZD. C'est GBP Yen, excusez-moi. GBP Yen, stratégie vendeuse. Je sais pas pourquoi j'ai mis GBP NZD. Donc GBP Yen, je refais mon graphique, excusez-moi. Alors nous sommes en mensuel. Nous sommes en mensuel et je trace mes niveaux de support et résistance sur le GBP Yen. Hop. Voilà. Donc voilà, déjà il y en a quelques-uns. On va pas non plus rendre le graphique illisible, ça serait dommage. Donc GBP Yen, concrètement c'est short jusqu'à 140. Voilà. GBP Yen 140. Hop. On est un petit peu trop, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Voilà. 140, ça me semble intéressant. On a un fort niveau de support sur les 140. Et on a GBP USD, donc vente pareil. GBP USD, on va vendre jusqu'à l'oblique baissière, l'oblique haussière, excusez-moi. Donc voilà, tout va dépendre du momentum. Donc ça peut être 1,2870 comme ça peut être 1,2930, vous voyez. Mais concrètement, vous prenez les points bas du 14 mars et du 21 juin, vous prolongez cette oblique et vous visez cette oblique baissière, tout simplement. Voilà donc quatre stratégies de court terme. Vente GBP, vente NZD, achat yen, pardon, et achat dollar américain. Voilà. On passe aux matières premières, le gold qui progresse. Le gold qui a progressé, vous voyez, alors, en 2 jours, en 3 jours, le gold a fait 2,34%. C'est très important. Il s'est apprécié de 29 dollars. Voilà, donc il a 1286. L'objectif à 1293, 93, voire les 1300. Hein. C'est cette zone-là hein, que je vise. Voilà, c'est une cible, c'est une zone. Eh bien, elle semble pratiquement atteinte. Hein. On est quasiment en fin de course. Est-ce qu'on peut aller plus haut? La réponse est oui. On a une oblique baissière qui... Alors, pourquoi ça fait... Je ne comprends pas pourquoi ça fait cela. Mince. Pourquoi? Il semble qu'il y a un problème de cotation sur en 2012, bref. Bon bah, vous savez quoi? Nous allons revenir rapidement sur la fameuse plateforme TradingView. On va se mettre en weekly, en chandelier. Donc en rose, les droites verticales, je vous rappelle, c'est les signaux qui sont donnés par le RSI. Hop, on prolonge. Pardon, tac. On va chercher tous les points hauts depuis 2016. Ah non, c'est pas ça. Non, pardon, excusez-moi. C'est, je vous dis n'importe quoi. C'est les points hauts depuis la, le fameux point haut du gold. Voilà. Alors, c'est bizarre parce que j'ai pas le même graphique sur ma plateforme Pro Real Time.
C'est comme s'il n'y avait pas les mêmes données. Alors, je vais vérifier cela. Alors, en hebdomadaire, vous voyez que si je trace une oblique, alors il semblerait qu'il n'y a pas les mêmes cotations. Alors, parce que on prend les mêmes points, j'ai l'impression, et on n'arrive pas au même résultat. Étrange. Je ne sais pas lequel est vrai. Bref, je vais me confier à la Pro Real Time. Et donc on a un potentiel haussier, vous voyez, jusqu'à 1300, 1307. Ensuite, on va avoir quand même pas mal de points de pression, surtout qu'on arrive sur les points hauts de 2016. Donc voilà, il y aura pas mal de pression sur ce niveau de prix entre 1300 et 1350. C'est une zone de 50 dollars, certes, mais donc en tout cas, si le potentiel haussier, il se fait jusqu'à au moins 1320, je dirais. Voilà, donc 1300, ça peut être cassé jusqu'à 1320. Ensuite, nous commencerons à nous poser des questions. Mais c'est la marge techniquement de progression que le gold pourrait faire dans les semaines à venir. Voilà. Déjà, donc le premier objectif, on se rappelle, ce sera 1295-1300 dollars et qui sera le point haut annuel et qui marquera vraiment une super performance du gold face au S&P. Si on regarde le gold, donc on va se mettre XAUUSD pour avoir un autre graphique. Tac, Forex. Voilà, XAUUSD divisé par le S&P. Donc on va voir la force relative entre le gold et le S&P 500. Donc, alors dès que c'est haussier, donc year to date, voilà, dès que c'est haussier, dès que la droite elle est haussière, c'est-à-dire que le gold superforme le S&P. C'est-à-dire que si ici vous avez acheté le gold, vous faisiez une meilleure performance que le S&P 500. D'accord? Et à l'inverse, quand c'est baissier, c'est-à-dire que le S&P 500 faisait une meilleure performance que le gold. Ça ne veut pas dire que le S&P était baissier, enfin ça veut pas dire que le gold était baissier, mais ça veut simplement dire que le S&P superformait. Par exemple, imaginons à ce moment-là, le S&P faisait plus 5% et le gold faisait juste plus 3%. Donc il y avait le S&P qui superformait et qui donc faisait pression sur le cours. Et là, comme vous pouvez le voir, le gold depuis le 13 juillet superforme le S&P 500. Et globalement, alors je ne sais pas si c'est possible, en arrière, hop. Alors non, je voulais afficher en une différente couleur lorsque c'est haussier et quand c'est baissier. Mais ça n'a pas l'air possible. Bref. D'accord, donc le gold superforme, donc c'est pour cela que je pense qu'il peut vraiment venir chercher les 1300 dans les prochaines séances, peut-être la semaine prochaine. Ça me semble peu probable aujourd'hui, honnêtement, mais la semaine prochaine, pourquoi pas. Tout va dépendre vraiment. Faut garder un œil sur l'actualité entre la Corée du Nord et les États-Unis. Vraiment, tout va dépendre. Les tendances de court terme et moyen terme vont dépendre du déroulement de ces tensions. Si on a des tensions qui s'accentuent, eh bien le marché boursier continuera à se replier, le gold, le yen continueront à progresser, et à l'inverse, eh bien Wall Street reprendra peu à peu de la tonalité, et le gold forcément se repliera, et le yen reprendra une tendance baissière. Voilà, écoutez, ah non, le pétrole, excusez-moi, le pétrole, vous voyez, qui flanche, ce qui accentue le CAD vraiment stratégie. Le CAD, on va y passer, j'avais pas vu que le pétrole descendait autant. On a le RSI qui est sur 50, donc soit on a un rebond, et dans ce cas-là, ça revient à 50 dollars, ou soit on a une cassure, c'est-à-dire une cassure journalière un vendredi, et donc le lundi, ça va vendre. Ça va vendre du pétrole, et ça sera direction les 46 dollars. Voilà, donc le pétrole, j'avais mon sentiment baissier. Pour le moment, il a l'air de bien se dérouler. Néanmoins, on va attendre la clôture du RSI sous 50 pour passer à la vente. On passe à la vente, mais donc c'est à dire que le CAD il est orienté à la baisse et donc CAD Yen et USD CAD sont d'excellentes stratégies en intraday. Donc USD CAD à l'achat, je vous rappelle, on a déjà une position acheteuse sur le CAD Yen, mais sur l'USD CAD, mais le CAD Yen, voilà, le CAD Yen, j'y viens tout de suite et enfin j'aurai terminé avec le point de marché s'il n'y a plus de questions. CAD Yen, on avait une stratégie 22 jusqu'à cette oblique baissière qui vient chercher les points hauts du début d'année. Et voilà, donc ça a été cassé.
on a un pullback, mais voilà, stratégie, voilà, on va chercher les 85. Donc on peut prolonger la stratégie. Hop, hop. Donc si vous n'êtes pas à la vente sur le Cadienne, vous pouvez attendre un retour sur le 86 pour le vendre et viser les 85 au minimum. Parce que si le pétrole revient à 45 $, c'est pas les 85 que nous verrons, mais ce sera beaucoup plus bas, tel que les 83, 83,50, 83. Voilà. Ce sera cette prochaine zone que nous viserons, tout simplement. Hop, hop, couleur de la bordure, hop là, et voilà. Donc voilà, il y a un potentiel baissier au moins jusqu'à 85 déjà, et après, selon la tendance du pétrole et bien évidemment du yen, parce que peut-être ça s'améliorera, les tensions entre Donald Trump et la Corée du Nord, et bien dans ce cas-là, le CAD yen n'ira pas à 83, mais on aura déjà 85 points, 85 yens. Bon, écoutez, merci à vous pour votre attention. Donc, il y a 5-6 stratégies en cours, hein, vente CAD, vente NZD, vente GBP, et on croise ces ventes avec l'USD et le yen. Vous avez 6 paires intéressantes. On a toujours les ventes, les sentiments vendeurs sur les indices boursiers, le gold qui est haussier. Bref, on est quand même assez bien positionné, je dirais même assez quand même diversifié. Bon, nos stratégies reposent que sur la version risque, c'est-à-dire que s'il y a de l'appétit au risque, eh bien nos stratégies seront totalement mauvaise. Mais pour le moment, on est statistiquement dans une période où les indices retracent, où le VIX progresse. Vraiment, statistiquement, le VIX progresse à ce moment-là. Le gold également. Donc, concrètement, on a quelques semaines devant nous où la version risque devrait diminuer, augmenter, avec en plus ce conflit qui prend de plus en plus d'ampleur et qui accentue malheureusement cette aversion au risque. Bref, j'espère avoir été clair. Merci à vous pour votre attention et pour votre présence. Rendez-vous lundi pour le prochain webinaire avec moi-même à 9 heures. Mais sinon, vous aurez un rendez-vous avec aujourd'hui à 14h30 avec Yoav Nizar pour le dernier point de marché de la semaine. Merci à vous et excellente journée et excellent week-end.